Alors, bonjour Aude. Bonjour Cyrielle. Merci de participer à ce podcast vidéo du coup et de nous partager ta voix. Donc, Aude qui est consultante en prévention des risques psychosociaux et accompagnante en relation d'aide pour les particuliers. Aude, est-ce que tu peux nous parler toi un petit peu avant ce titre-là? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené justement aujourd'hui à exercer ce métier? Alors moi, j'ai fait une formation d'ingénieur juriste en environnement. Mon truc à moi, c'était que je voulais sauver la planète. Donc j'ai travaillé dans des Je savais même ONG. pas ça. Tu savais pas, ouais. Je travaillais en ONG, j'étais une militante écolo, etc. Et puis, j'ai pas trouvé de boulot en fait dans les ONG. Et j'ai atterri dans le monde merveilleux de l'entreprise, dans lequel je me suis très vite pris un TGV dans la face, de par mon sentiment de décalage un peu permanent. Bon, j'ai essayé tant bien que mal, en tout cas, d'exercer mon métier de responsable qualité, sécurité, environnement, hein, QSE dans le jargon. Et puis, j'ai, au bout de quelques années, intégré le monde du BTP. Et finalement, j'ai migré un peu sans m'en rendre compte vers un métier de préventeur santé-sécurité. Donc, c'est clairement la prévention sur les chantiers de bâtiments et de travaux publics. Donc, un métier assez hard. Et en fait, je me suis toujours sentie en décalage et j'ai compris que très tardivement, que j'avais été quasiment 15 ans en stress chronique. Et ma dernière expérience professionnelle m'a vraiment poussée dans mes retranchements parce que j'étais avec un manager à qui ça se passait pas bien du tout. Donc, on dit merci à son bourreau parce que finalement, grâce à lui, j'ai fait un virage que j'avais pas du tout prévu de faire parce que moi, j'avais toujours dit l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Moi, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, j'aime la sécurité, etc. Et puis finalement, bah, de fil en aiguille, le fait qu'il m'ait poussé dans mes retranchements, ça m'a vraiment obligé à me poser la question sur mes envies, sur mes besoins. Et j'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a permis finalement de faire cette bascule-là. Alors, les risques psychosociaux, c'est quelque chose que je traite aujourd'hui, mais que j'avais déjà depuis longtemps dans mon scope. J'avais essayé de mettre ça en place dans mon entreprise. Et donc, du coup, je m'étais dit, bah voilà, je vais essayer. J'adore ce sujet, j'adore la psychologie, je vais me former et je vais profiter de cette transition où j'ai accès à Pôle emploi pour voir si ça fonctionne en fait. Donc c'est Hmm. comme ça que j'ai décidé de créer mon activité de conseil, d'accompagnement, de formation sur les risques psychosociaux, donc tout ce qui est particulièrement le stress chronique et le burn-out, mais aussi plus largement amélioration de la qualité de vie au travail, du management à la communication efficace, en passant par l'intelligence émotionnelle, enfin, tous les sujets qui me passionnent, quoi, en fait. Merci de partager ça parce qu'il y a quelque chose que tu as ramené, c'est cette idée, ok, ça se passait mal dans mon travail, en fait, et Mm, parfois, effectivement, on rencontre des situations qui sont difficiles, mais c'est aussi des situations qui sont une opportunité mm, pour justement impulser quelque chose de nouveau, en mm. fait. Donc, Oui, et ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est que justement, j'avais toujours dit que jamais je me mettrais à mon compte. C'était vraiment quelque chose que je savais que je ne ferais pas. Et donc, c'est toujours drôle de voir comment la vie elle nous amène des opportunités qui ne sont pas du tout dans le plan qu'on s'est tracé, quoi. Bon, après, voilà, il y a eu des signaux qui ont fait que j'ai vu que progressivement, je perdais le plaisir et que justement, cette expérience, elle me faisait un peu sombrer. Donc, c'est ça qui m'a obligée à me poser un peu des questions de fond, quoi. Hmm. Et du coup, comment tu es partie vers l'entrepreneuriat? Parce que ce n'était pas dans l'idée de Mm. ça. Donc, comment tu t'es dit, bah, OK, je vais vers l'entrepreneuriat et pas je change d'entreprise finalement. Ben, en fait, j'étais un peu dégoûtée du monde de l'entreprise. Et je reconnais que beaucoup, quand je discute avec beaucoup d'entrepreneurs, j'ai l'impression qu'on est un peu nombreux dans ce cas à se dire, mais finalement, j'ai tellement pas trouvé ma place en entreprise que je vais essayer de me la créer moi-même et de créer Hmm. mon propre métier, mon propre poste. Euh, j'avais envie de liberté. J'avais vraiment souffert d'être dans un cadre oppressant, de me sentir bridée. Tu vois, j'avais pas de créativité dès qu'on proposait quelque chose. Alors, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes, hein, donc c'est assez structuré, voilà, Hmm. avec quand même de l'autonomie, mais un cadre un peu très descendant, très stratifié. Et donc j'avais ce maître mot de dire j'ai envie d'être libre, j'ai envie de faire ce que je veux et personne qui me dise ce que j'ai envie de faire. Donc c'est un peu ça qui a déclenché ce. Ben, Je je me pense que suis dit, ben, c'est le moteur de ouais, beaucoup. ouais. Et finalement, je vais faire ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire. Il n'y aura personne qui me dira rien, et puis on verra bien si ça marche. C'est Hmm. c'est vraiment ce qui a impulsé la chose. C'est vrai que je suis plutôt du genre à me dire, je préfère avoir des remords que des regrets. Donc je m'étais dit, bon, bah, au pire, ça marche pas, c'est pas grave. Mais Hmm. finalement, ouais, j'avais envie de faire un break et j'avais envie de liberté. Ouais, donc j'ai pris le temps. Mm. Hmm. Et du coup, dans cette
dans ce début de transition, est-ce que tu as rencontré justement des peurs de dire, bon, OK, bon, là, je passe quand même du salariat qui est, entre guillemets, si tu veux, la sécurité, ou en tout cas qui est vu comme quelque chose de hyper sécuritaire, même si on sait aujourd'hui que c'est plus du tout vrai. Mais quelle peur, toi, tu as rencontré à ce moment-là? De se dire, OK, je vais passer de tel statut à tel statut. Bah, la principale peur, c'est un peu bateau, mais c'est justement de ne pas pouvoir en vivre. Alors, Hmm. c'est vrai que la période de chômage, c'est hyper aidant parce que du coup, tu as cette sécurité, tu sais que tu as 2 ans. Alors, bien que 2 ans, ça passe très vite, en fait, quand Ouais, tu es dedans. d'accord. Mais c'était surtout de dire, est-ce que je vais réussir à créer mon emploi pour être autonome et être vraiment en vivre financièrement? C'était principalement ça. Ouais, c'était principalement ça la peur. Et est-ce que je vais avoir des revenus réguliers? Parce que ça aussi, ça peut Hmm. marcher pendant 3 mois, puis pas marcher pendant 3 mois, puis on sait que Hmm. c'est pas quelque chose de linéaire, quoi. C'était Hmm. plutôt des peurs matérielles, en Hmm. fait, au début. Après, il y a d'autres peurs qui viennent. La légitimité, la peur de bien faire, est-ce que mes clients vont être contents, ils vont avoir des résultats. Enfin, après l'entrepreneuriat, voilà, c'est une thérapie Et géante, hein. on est d'accord. Et du coup, ça a été quoi pour toi, justement, les ressources pour, quelque part, contrer ou dépasser, plutôt, on va dire, ces peurs-là? Est-ce que, parce que je pense que j'imagine dans des moments comme ça, on peut se dire, bon, bah, je fais un pas en arrière, un pas en avant, mais deux pas en arrière, tu vois. Mm. Du coup, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une force motrice qui t'a poussé Mm. à dire, bon, bah, ok, j'ai ces peurs-là, mais j'y vais quand même. Pourquoi? Ouais. Pour toi, ça a été quoi? Est-ce que peut-être ça peut être aussi le fait d'être en formation, de dire, ok, je suis bien formée, tu vois, tu vois, tous ces cadres qu'on peut avoir. Quand on est dans cette transition qui peuvent nous aider aussi à dire, OK, bah là, j'ai ma formation, là, j'ai telle personne ressource, là, j'ai tel truc. Tu vois, ça a été quoi pour toi un petit peu? C'est vrai que ce côté j'ai peur mais j'y vais, c'est quand même une grande force de ne pas se faire Mhm, paralyser par ses peurs. Donc, il faut quand même mhm, beaucoup de courage. mhm, Je dirais qu'il y a le conjoint, quand même, ça aide parce que tu vois, quand tu es en équipe et que tu sens que tu es soutenu par ton conjoint voilà, qui est à fond derrière ton projet, c'est aussi une sécurité, je trouve, l'entourage proche. ouais, Parce qu'il peut être très plombant. Moi, je me souviens quand j'ai voulu me lancer, mon entourage m'a plutôt découragée, sauf mon mari. Mais donc, ça, c'est pas à négliger. Je pense que d'être bien accompagné, ça joue quand même beaucoup parce que ça mhm, entraîne forcément le couple. Et après, je pense que ce qui m'a aidé, c'est de comprendre que on n'a pas besoin d'être 10 kilomètres devant nos clients, en fait. C'est-à-dire que, mhm, tu vois, je me vendais au débarrage comme une experte en prévention des risques psychosociaux. Je peux te dire que 6 ans après, je me dis que j'étais quand même pas du tout une experte, mais c'est pas grave, j'avais un vernis qui me permettait déjà d'avancer, en fait. mhm, Alors que maintenant, je le suis devenue finalement. Tu vois, donc c'est aussi ouais, ça, c'est aussi d'oser se lancer, alors qu'on sait qu'on maîtrise pas tout, qu'on se sent pas forcément prêt, qu'on se sent pas forcément légitime, mais c'est d'y aller quand même. Et en fait, c'est en faisant que finalement, bah, on commence à prendre de l'expérience, à avoir des retours positifs, et c'est comme ça qu'on gagne en confiance. Et je trouve que, mhm, moi, je me souviens quand j'avais un client qui me demandait des trucs que j'avais jamais fait, et je m'entendais dire au téléphone, ah, mais aucun problème, je vous fais ça, pas de problème. Puis je raccrochais le téléphone et je me disais, oh my God, comment je vais faire ça? Allez, YouTube, tu sais, j'essayais de trouver des trucs. et Et c'est je me là où disais, on trouve les ressources. mais oui, mais en fait, je me disais, mais je vole mon client. Mais non, c'est ça que j'ai compris aussi, c'est qu'on a l'impression que l'expert externe, il doit être très loin devant et tout maîtriser. Mais en fait, Mhm, ils ont juste besoin d'un œil extérieur pour mhm, les mettre sur les bons rails, quoi. Et en fait, ça, je trouve que c'est important de le dire à ceux qui veulent faire des transitions, parce que souvent, ils se sentent pas prêts. ouais, Bah, faut pas attendre d'être prêt, en fait. Ça va venir. mhm, Le filet, il arrive au fur et à mesure. Voilà. Il se construit un peu au fur et à mesure de l'expérience, quoi. mhm. Et puis, je pense qu'il y a quand même un troisième truc qui m'a bien motivé, c'est que j'avais pas du tout envie de repartir au salariat. Donc, à un moment donné, je me suis dit, va falloir que ça marche parce que sinon, je sais pas comment je vais faire. Je crois que ça, c'est une des motivations. Après, c'est pas une fatalité en soi, mais Mm. c'est une des motivations qui reste des motivations premières, quoi. Je pense que ça fait partie du top 3 des Bon, bah, motivations de il faut que j'y arrive, il faut que je réussisse, quoi. Parce que ouais. je comprends tout à fait. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu maintenant ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu peux expliquer ton métier aujourd'hui? Enfin, parce que tu as plusieurs casquettes en plus, donc. Ouais. Donc, j'ai une casquette auprès des entreprises où j'anime des conférences, des formations, des ateliers sur tous les sujets qui touchent à la qualité de vie au travail au sens large. Mais voilà, mon expertise
c'est le burn-out, parce que c'est vraiment un sujet que je connais bien, mais que je n'ai pas traversé moi-même. Et donc, voilà. Et puis, j'accompagne les particuliers, principalement, alors sur le burn-out aussi, bien sûr, et aussi sur l'autocompassion, qui est un sujet que j'ai découvert il y a quelques années comme antidote un peu au stress chronique et au burn-out, où je fais des ateliers, des stages et des accompagnements individuels aussi à travers des programmes. Voilà, c'est principalement les deux facettes. Après, il y a des choses qui se greffent. J'ai eu la chance de coécrire un livre en auto-édition l'année dernière. Voilà, donc il y a des petits projets un petit peu, enfin des gros projets qui se greffent un peu au fur et à mesure de l'expérience. Mais Mm. c'est ça que j'aime bien faire aussi, c'est d'avoir un panel un peu diversifié Mm. de formats, de prestations, de sujets, quoi. Est-ce que tu aurais pensé tout ça quand tu as démarré ou quand tu as eu l'idée de... Jamais de la vie. Moi, je m'étais dit, je vais vivoter avec des petites formations un peu classiques, etc. Et c'est vrai que à chaque nouvelle étape, en fait, c'est sans fin, quoi. C'est que tu te dis, tu démarres avec tes formations, puis tu as des bons retours, et puis un jour, bah oui, tu sors le bouquin. Là, c'est quand même une grosse étape. Et puis, je me souviens l'année dernière, quand j'ai lancé mes stages pour les particuliers, tu te dis, oh là là, ça fait 3 ans que j'y pensais, et puis ça y est, c'est concret, et voilà. Au mois de juin, j'ai fait ma première conférence. Et donc, à chaque fois, il y a toutes ces premières fois qui viennent finalement consolider. Alors, je dis pas que ça se fait pas sans stress, sans quelques doutes, et c'est normal, en fait, ça fait vraiment partie du chemin, mais mais c'est ça qui est chouette, c'est de se faire surprendre un peu par là où ça nous emmène, en fait. Mm. J'aime bien ce que tu partages parce que ça ramène le fait que des fois on projette ce qu'on voudrait faire Mm. et puis c'est vrai, il y a cette sensation où on peut justement ne pas se sentir légitime, ne pas se sentir assez et tout, etc. Et du coup ne pas se lancer alors que finalement, tu vois, dans tout ce que tu partages, tu dis voilà que finalement tout s'apprend sur le chemin et c'est justement parce qu'on se lance que du coup on en apprend, que du coup on rencontre les bonnes personnes, les bonnes situations qui vont faire que on va pouvoir atteindre un petit peu la vision qu'on s'était donnée, voire une autre vision qui est même encore plus grande. Donc Ouais, c'est tout à important, je fait. pense, de le savoir. Alors, on ne le sait pas, on ne l'a pas intégré parce qu'on ne l'a pas encore fait, en tout cas pour les personnes qui veulent se lancer, mais au moins de l'entendre, de dire, OK, je ne dois pas être freinée parce que j'ai l'impression de ne pas tout avoir ou de ne pas tout savoir maintenant. Oui. Bah, ce qui m'a aidé, moi, dans mon chemin d'entrepreneur, c'est l'autocompassion, justement. C'est de sortir de ce schéma de perfection, d'apprendre à se foutre la paix, d'avancer à son rythme, d'écouter. Enfin, je veux dire, tout ça, quand on est perfectionniste et entrepreneur, je trouve que c'est lourd, ça peut être lourd à porter. Donc, d'avancer avec bienveillance pour soi-même, avec compassion et avec douceur, ça aide beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a Mm, beaucoup aidé de faire mm, ce chemin en même temps. Sinon, je pense que je serais une entrepreneur beaucoup plus stressée et encore plus, voilà, peut-être moins épanouie, hein, mais je pense que ça aide, ouais, d'apprendre à se foutre la paix. Aude, experte de l'autocompassion. Ouais, j'adore. C'est vrai que c'est un outil que j'adore. Mm. Est-ce que tu peux nous partager des moments clés justement dans ton parcours, que ce soit dans la transition ou déjà dans la transition avancée, des moments clés qui pour toi, à la fois des moments qui ont peut-être été des moments de difficulté, vraiment peut-être un down, tu vois, voilà, ou des moments aussi qui ont été des moments d'épiphanie. Moi, j'appelle ça des moments d'épiphanie où tu dis, waouh, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, je me sens vraiment à ma place et c'est vraiment ça, tu vois. Bah, franchement, c'est difficile d'isoler des événements parce que je trouve que les difficultés, il y en a une multitude et les moments de grâce, il y en a une multitude. Donc en fait, c'est plutôt sur le cumul, tu vois. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que des difficultés, j'en ai eu plein, que ce soit dans le choix de clients, de partenaires, de têtes de prestat qui se passent pas forcément comme tu voudrais. Et en même temps, des moments de grâce où, je sais pas moi, pendant une consultation, tu as une super libération, ou alors tu fais une formation, puis tu as plein de retours de ouf. Donc, Mm. tu vois, c'est vachement compliqué d'isoler des grosses difficultés parce que c'est presque quotidien, les moments de grâce et les moments Et finalement, tu es tellement à gérer des difficultés, enfin, tellement habitué à gérer des difficultés que ça devient un peu, c'est plus vraiment des difficultés, tu vois, au bout d'un Mm. moment. Mm. Non, je dirais que la seule vraie difficulté, enfin, grosse difficulté que j'ai eue, c'est quand j'ai perdu mon père l'an dernier, où là, effectivement, j'ai expérimenté que, bah, quand tu es entrepreneur, ta santé physique et mentale, c'est ton outil de travail. Et que quand tu as un grain de sable, voire un gros caillou dans la machine, eh ben, ça peut vite faire basculer les choses. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'avais beau l'imaginer mentalement, je l'avais peut-être pas anticipé à ce point-là. Donc, c'est plutôt ça. Parce que moi, du coup, j'ai été obligée de faire un peu un stop, prendre le temps de Mm. vraiment digérer un Mm. peu Mm. l'événement. Et donc, qui dit stop dans la vie de l'entrepreneur dit 0 euro de revenu. Voilà. Donc, ça, plus, ça peut être un problème
de santé, parce que j'ai eu aussi une opération, et c'est tous ces petits trucs où quand tout va bien, oui, Mm. ça tourne un peu, on est dans une certaine routine, puis il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, ou voilà, un problème qu'on doit gérer, et là, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte qu'on n'a pas de backup, et c'est, voilà, je trouve que c'est, pour l'instant, jusqu'à présent, ça a été vraiment ça la plus grosse difficulté, dont je suis en Oui. train de me sortir là, enfin. Donc un petit conseil, c'est vraiment aussi de penser à ça, de penser à, voilà, déjà à faire de sa santé mentale et physique sa priorité. Ça, Ouais. c'est Ouais. clair, Ouais. vraiment. Et puis à prévoir un peu soit de la diversification, soit du revenu passif, soit d'autres choses pour avoir un petit backup. C'est des choses que j'aurais bien aimé qu'on me dise, moi, il y a quelques années, peut-être, pour en avoir un peu plus conscience. Et pas juste tout miser sur le fait que je suis en pleine forme et que du coup, quand je suis en pleine forme, effectivement, c'est plus simple. C'est ça. Merci Aude pour ce partage. Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose, un autre conseil pour les personnes, enfin là tu viens d'en donner déjà, mais est-ce que tu auras envie de nous partager autre chose sur ton parcours ou, Ben, oui, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est que déjà, il n'y a pas de limite à part celle qu'on se fixe soi-même. Bon, c'est un peu tarte à la crème, mais en même temps, voilà, c'est un peu ce qu'on tellement se dit. vrai? Je pense que c'est vraiment vrai. Voilà, c'est vraiment, on l'expérimente. Ce qu'il faut avoir conscience, ce dont il faut avoir conscience quand on se lance, c'est aussi que l'entrepreneuriat, tu vois, ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Les gens imaginent que c'est 80% de leur cœur de métier et que, voilà, le 20% d'autres choses. Alors que, en fait, c'est 80% de marketing, compta, prospection, communication, réseaux sociaux, machin, et 20% de ton cœur de métier. Bon, peut-être j'exagère un peu, mais je pense que je suis pas très loin de la vérité. Et ça, du coup, je pense que ça crée aussi En beaucoup tout de cas, au désillusions. moins au départ, Ouais. Et ça crée ouais, beaucoup de frustration et de au moins désillusions. au Moi, départ. j'ai vu beaucoup de gens se décourager parce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire leur cœur de métier pour lequel ils ont l'expertise. Et en fait, il faut qu'on prenne de la compétence sur tout un tas d'autres sujets, quoi. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir ça en tête, qu'en fait, on est plutôt des couteaux suisses et qu'il faut Mm. qu'on ait voilà, un panel sur ça. Euh, et puis de bien s'entourer. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, mais d'avoir Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir d'autres entrepreneurs avec qui partager, des Ouais, bonnes ouais, pratiques, des difficultés. ouais, ouais. euh, Tous ceux qui vous découragent, bon, vous les mettez un peu à distance et puis on s'entoure plutôt de gens qui nous boostent. Mm. Je pense que ça joue aussi énormément. Mm. Et puis suivre son intuition. Voilà, suivre son intuition, que ce soit sur les choix d'activité, les choses à développer, les clients à prendre ou à pas prendre, à se faire confiance. Je pense que ça, souvent, on en est récompensé. Ouais. Mm. Ouais, se faire confiance. Tout à fait. Et c'est vrai que tu as raison sur, ça, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement dans les interviews, être bien entouré. Je Ouais. pense que c'est vraiment une des clés. Moi, je le mettrais presque en première clé parce que ça joue énormément. Parce que déjà, comme tu dis, on peut déjà se sentir illégitime, on peut déjà douter. C'est déjà une décision assez énorme hein, pour beaucoup de personnes que de se dire je quitte mon salariat pour aller vers Mm. l'entrepreneuriat ou ne serait-ce que, OK, je vais vers mon projet de cœur, vers quelque chose qui me fait vibrer. Pardon. Et donc, du coup, c'est déjà une décision énorme et c'est important, je pense, effectivement, d'être entouré par des personnes qui vont aider, qui vont valoriser ça, qui vont vraiment soutenir, en fait, à ce moment-là. Donc, Ouais. ouais. Et ça me fait penser à ce que tu dis d'investir sur soi aussi. Tu vois, de Oui, s'autoriser. Moi, je sais que souvent, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu démarres, tu te dis, j'ai pas d'argent pour me faire accompagner par une coach ouais, je sais pas, que ce soit en com ou que ce soit voilà, en numérologie, par exemple, ou autre chose. Et en fait, tu te rends compte que c'est des investissements qui sont quand même hyper rentables parce que justement, tu es tellement la tête dans le guidon que de temps en temps, avoir un œil extérieur qui te remet un peu sur les rails, qui te fait prendre du recul, etc. Ça, je pense aussi que c'est important d'avoir des points d'étape comme ça, tu vois, de supervision, de coaching ou même de co-développement pour pouvoir avancer un peu plus sereinement. Ouais. exactement. Et un des conseils qui avait été donné, c'est un peu le même que le tien. C'est cette idée dans un business plan. C'est souvent, on fait des business plans quand on se lance, c'est d'avoir une ligne sur l'accompagnement. Mm. Ouais. Qui n'est pas forcément sur l'accompagnement, sur la formation, mais allouer un espèce de budget à toutes ces choses-là, en fait, à tous ces postes-là. Ouais. Ça me D'être paraît indispensable, ouais, effectivement. Et allouer un budget à son bien-être Mm. aussi. De Exactement. dire, allez, une fois tous les 15 jours, je me fais un spa. Ouais, Tu ouais. vois, c'est vrai, Mais, hein. mais tu vois, on parle pas beaucoup du burn-out de l'entrepreneur, hein. Ah On en oui. parle beaucoup chez les salariés, mais en fait, moi, les nombres d'amis qui travaillent 7 jours sur 7, moi, j'ai une amie, là, elle me dit, bah, je me fais une semaine de vacances au mois d'août.
Je dis, mais ça sert à quoi d'être entrepreneur si tu te prends moins de vacances que quand tu étais salarié? Je pense qu'il y a cette non-autorisation aussi des fois, tu vois, à vraiment prendre du temps pour soi, à faire des vraies coupures. Moi, je travaille pas les jours fériés. Une fois, j'ai dit ça à un copain, il m'a dit, ah bon, il voulait qu'on se voit un jeudi de l'Ascension. Je dis, bah, je travaille pas. Il dit, ah, bah, t'es à ton compte, t'as pas de vacances, quoi. C'est quoi cette croyance? Donc, c'est ça aussi, c'est de s'autoriser ces moments-là, parce que pour le coup, ils sont hyper importants, quoi. Ouais, Donc, ouais. même si c'est sa boîte, même si on adore ce qu'on fait, même si on sait qu'on pourrait travailler 50 heures par semaine sans voir le temps passer, c'est hyper important, je pense, de se Mm. fixer des limites aussi pour ça. Mm. Mais j'aime bien ce que tu ramènes là parce que après j'en ferai d'autres des podcasts sur l'entrepreneuriat parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien ce que tu ramènes parce que c'est vrai que quand on est à son compte, alors oui, on aime ce qu'on fait, etc. Je pense que on se lance parce que ça nous fait vibrer. Mais c'est vrai que la charge mentale, finalement, elle est beaucoup plus importante que quand on est Oui, salarié. Parce que quand tu es salarié, tu peux dire, bon, ok, de temps en temps, moi, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de ramener du boulot à la maison, etc. Mais tu peux plus facilement faire la coupure. Alors que ton mm, entreprise, c'est, oh, mais j'ai une idée là, mais je vais sortir oui, du service. Oh, mais quel truc, mais tu sais, les 23h, 2h du mat, tu penses à un truc, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on vit avec notre entreprise, en tout cas, moi, je le vis comme ça, hein, mais mm, H24. mm, Ça, c'est bébé, quoi. oui, Et donc, effectivement, il y a besoin, des fois, de faire cette coupure qui est beaucoup plus difficile à faire que quand on oui. est en entreprise, c'est vrai. Mm, ouais, je suis Mm. d'accord. Ouais. Eh bien, écoute, merci Aude pour ton partage. Merci de nous avoir Merci. partagé ton parcours. On va se retrouver sur des podcasts liés à l'entrepreneuriat. Ils vont arriver, ceux-là, parce que il y a tellement de choses à partager. Merci beaucoup. Donc, on retrouvera tes coordonnées sous la vidéo ou sous le podcast, hein. De toute façon, il y aura les coordonnées de Aude. Si vous voulez la contacter pour avoir peut-être un conseil ou une information pour des personnes qui voudraient se diriger vers le même type d'activité que toi ou pour participer à ces stages d'autocompassion. Avec grand plaisir. Merci pour ton Voilà. invitation, Cyrielle. Merci Aude.